Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au studio mixte de l'ESJ pour inviter deux personnalités d'exception, deux sportifs d'exception, deux jeunes plutôt plus ou moins jeunes on va dire, deux joueuses de Roubaix-Vervic pour ce premier live Twitch des Olympistes. Je suis très content de pouvoir lancer ça avec vous. Tout d'abord, on va pas commencer par les présentations. On va commencer par toi, Victoire. Victoire, comment tu vas ? Bah ça va très bien et toi? Attends, je t'invite à prendre le micro et à rapprocher juste un tout petit peu le micro. Je pense qu'on va l'entendre un petit peu plus. On va t'entendre un petit peu plus. Donc Victoire Martinowski, tu es l'une des joueuses de Roubaix-Vervic. Comment tu vas un petit peu ? Comment tu te sens aujourd'hui ? Ça va très bien. Bon, c'est mon premier interview, donc je stresse un petit peu, mais ça va bien. Je t'avoue que même moi aussi de mon côté, je suis un petit peu stressé. Donc pour l'instant, tout va bien. On accueille également l'une des taulières des Roubaisiennes puisqu'elle est la capitaine depuis maintenant un an. Capitaine des Panthères, c'est comme ça qu'on appelle C'est ça. les joueuses. Bon bah parfait. Alors je vais avoir du mal à épeler votre nom de famille parce qu'il est très très long. C'est Gwenaël De Dev- Vlechover. et on vous appelle aussi Devlech, il me C'est semble. ça. Ouais. Devlech, c'est quoi ? C'est un surnom ? C'est un nom ? C'est un surnom parce que de toute façon sur le maillot c'est un peu difficile Ouais. de mettre toutes les lettres, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me suit déjà depuis plusieurs années et donc du coup j'ai mis De Vlech, comme ça va plus vite et c'est plus facile pour tout le monde. Ok, ça marche. Et donc merci à vous déjà d'être venu, d'avoir fait voilà le déplacement aujourd'hui pour cette tout premier live Twitch. Je suis très très content. On va aborder différentes thématiques de la vie d'un sportif de haut niveau et puis revenir aussi sur votre carrière et puis sur votre passé en tant que jeune sportive. On va revenir également sur votre équipe parce que déjà on va votre équipe fait des performances absolument stratosphériques en D3. Hors coupe, Roubaix-Vervic en saison entière de D3, c'est l'équivalent de la nationale pour les amateurs de foot, masculin. En 15 matchs, c'est seulement 3 nuls et aucune défaite. Des performances qui sont juste énormes. Est-ce que vous arrivez à prendre un petit peu conscience de l'échelle de performance que vous faites avec votre club ? Oui et non, parce qu'on est consciente que on fait en tout cas pour l'instant une bonne saison. Après je pense que quand on a des objectifs comme les nôtres, on se doit aussi de gagner les matchs et d'avoir des résultats. Donc on est conscient de ce qu'on fait et en même temps ça paraît normal au vu de nos objectifs. Très bien. Et donc on va revenir un petit peu sur vos performances sportives un petit peu plus tard. Avant, j'aimerais commencer par revenir sur vous deux, et puis sur un petit peu votre parcours en jeune, et puis comment vous avez pu réussir à gravir un petit peu les échelons pour arriver donc voilà en D3 féminine. On va commencer par toi, Victoire. Donc Victoire, on le rappelle, tu es milieu défensive, poste de numéro 6 à Roubaix. Au sein de l'équipe de Roubaix-Vervic, c'est bien ça qu'on appelle ? Oui, je suis pas de la région, donc bon, j'avais peur de me tromper aussi sur ce nom-là. Tu as commencé le foot dès l'âge de 8 ans dans le club du coin, c'est Roust Varandin. Oui. Varandin, voilà, on va y arriver aussi les noms. Et donc voilà, dès l'âge de 12 ans, tu pars pour la section féminine de Valenciennes. Pourquoi ce choix de se lancer voilà, aussi jeune dans des sections féminines comme celle de Valenciennes? On t'a trouvé quand même un assez bon talent pas au pied pour arriver dans ces centres, j'imagine. J'étais à Rovarandin et lors d'un plateau, il y a un recruteur de Valenciennes qui est venu et il m'a directement demandé si je voulais intégrer le centre de formation. Du coup, j'ai pas hésité une seule seconde parce que je me suis dit c'est une belle expérience à vivre et on en a parlé avec ma famille et on a dit ok pour cette expérience. Ok, et donc oui, le football, c'est quelque chose que t'as baigné dedans quand même depuis très jeune, j'imagine. Moi, c'est grâce à mon frère et à mon père. J'allais souvent voir mon frère jouer le week-end et son coach il m'a mis le ballon dans les pieds et depuis je l'ai gardé. Il l'a gardé encore aujourd'hui. Et donc, ouais, t'as trouvé donc un certain talent sur ce plateau-là. Tu jouais à Rousse-Varandin avec une équipe, avec des équipes masculines, j'imagine. Oui. Ouais, donc on t'a trouvé quand même. Fallait quand même avoir un certain niveau pour que c'était un recruteur de l'équipe féminine du coup Oui, qui c'est a ça. fait le déplacement Ouais.
pour venir te voir. Ok, très bien. Et donc, voilà, tu as été rapidement repéré par le centre de formation du VAFC dès l'âge de 12 ans. Et puis, tu pars à 15 ans au RC Lens. C'était Oui. un autre step, je pense que j'imagine. Bah, c'est pareil, j'ai été à Valenciennes et pendant un match, un recruteur de Lens est venu et il y avait plus d'objectifs à Lens qu'à Valenciennes. Mm. Donc j'ai préféré. C'est en quelque sorte ce qui t'a un petit peu poussé à aller voir ailleurs, Oui, c'est ça. Ouais. Changer de club, ça fait du bien aussi de temps en temps. voir de nouvelles coéquipières. Ouais. Et donc, ouais, justement, comment on s'organise à 15 ans quand on change à la fois en l'espace de 3 ans de 2 clubs et intégrer un pôle sportif dès l'âge de 15 ans, j'imagine que c'est quand même beaucoup de sacrifices familial, avec les amis, dans le sport aussi. Comment on gère ça? Ben déjà, depuis la quatrième, j'étais en internat jusqu'au lycée, la terminale. Donc la séparation entre les parents la semaine, c'était compliqué. Mm. Surtout au collège, j'étais encore jeune. Mais après, quand je vivais ma passion tous les jours, C'est un mal pour un bien finalement. oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Gwenaëlle, toi, ça fait 26 ans bientôt que tu es dans le monde du foot. Ça fait déjà un petit bout de temps que tu baignes dans le foot. Donc, tu intègres le pôle espoir aussi à l'âge de 15 ans, pas dans celui du RC Lens. Non, là c'était vraiment le pôle espoir de Liévin. En fait, il y a plusieurs pôles en France. Donc c'était des pôles, on va dire. On a pôle espoir, il y avait le pôle France qui se situe qui se situe en tout cas à Clairefontaine avant et maintenant c'est devenu l'INSEP. Mais ouais, c'est quelque chose de différent. Là, c'est un pôle espoir. Ok, et donc tu partages un petit peu l'expérience qu'elle a pu avoir, Victoire, lorsqu'elle a débuté assez jeune dans le milieu du football. Oui, oui, complètement. Après, je pense que les histoires sont un peu similaires, même si moi, j'ai quand même eu la chance de pouvoir intégrer le pôle espoir. Mais au départ, on n'était pas forcément obligé d'être à l'internat. Et le pôle, il était à Liévin. Moi, j'habitais à 20 minutes. Donc, en soi, je faisais les allers-retours tous les jours. Enfin, en tout cas, mes parents m'accompagnaient chaque matin et me récupéraient tous les soirs. Après, c'est devenu obligatoire. Donc, j'y ai fait 1 an et demi. Mais voilà, après, je pense qu'on s'habitue et quand on a certains objectifs, bah, je pense qu'on essaye de faire peut-être un peu plus abstraction de ce qui peut se faire autour, en tout cas. Et on sait le pourquoi du comment on le fait, donc c'est toujours avec grand plaisir. Et après, quand on voit comment ça se passe, bah, finalement, il n'y a pas de regret. Oui, j'imagine. Tu parlais aussi d'un petit peu d'obligation, donc tu as fait 1 an obligatoire directement au sein du centre. En dehors de ça, tu as fait en parallèle du football un sport qui est tout autre. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Ouais, bah alors en soi c'est un peu comme le foot dans le sens où mes parents, en tout cas ma mère et mon beau-père ont toujours plus ou moins pratiqué ce sport, donc j'y ai été baignée dedans depuis toute petite, donc c'est le karaté. Mon beau-père du coup est encore à l'heure actuelle professeur, donc en soi quand j'étais pas au foot j'étais au karaté, quand j'étais pas au karaté j'étais au foot, même si je passais plus de temps au foot, mais après c'est pareil, au bout d'un moment il a fallu faire des choix. Et pour moi, je savais que même si le karaté c'était important au moment où je le faisais, mais je sais que dans un futur proche et dans un futur lointain, le foot pouvait m'ouvrir davantage de portes que celui du karaté. Et c'est aussi le sport dans lequel j'étais vraiment passionnée. Ouais, et puis c'est assez étonnant de passer du karaté au foot peut-être en l'espace d'une journée. Je sais pas comment l'emploi du temps s'organisait, mais c'est deux sports qui sont quand même assez particuliers et assez différents. On passe d'un sport collectif à un sport un petit peu plus individuel. C'est du sport de combat, c'est différent. Ouais, c'est sûr que c'est deux sports qui peuvent paraître en tout cas totalement différents, mais finalement, il m'a été quand même assez complémentaire en tout cas pour moi dans ma vie de tous les jours, et je sais que l'un et l'autre m'ont aidé à certains moments, que ce soit dans un sport ou dans l'autre. Donc je verrais plus ça, même si au départ on se dirait mais en fait ouais, c'est deux choses totalement différentes, mais pour moi je pense qu'elles ont quand même été assez complémentaires. Ça fonctionne ensemble. Tu connais tes premières sélections internationales dès l'âge de 17 ans, avec les U17 donc de l'équipe de France. C'est ça. Et tu as fait quelques sélections en équipe U19 à l'Euro, il me semble. Alors pas l'Euro, mais j'ai eu des sélections du coup en U17 et U19 donc chez les jeunes. Et encore une fois, ça c'est grâce, je pense en tout cas au pôle espoir, parce que je pense que si j'y avais
pas été, je pense que mon parcours aurait été différent. Et c'est vrai que grâce au pôle, j'ai eu l'opportunité de connaître les sélections jeunes et c'est quand même assez incroyable quand on est athlète de haut niveau, donc c'est cool. Justement, c'est quel step dans une carrière de se dire bon, ça y est, j'ai déjà mes premières sélections, déjà en jeune, en équipe de France, on doit quand même ressentir une certaine fierté et puis de se dire bon, ça y est, je commence un petit peu à peser dans le jeu et l'apport de mon équipe. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'au départ, on a toujours un peu l'impression que c'est loin, que c'est des objectifs qui sont un peu inatteignables. Et quand ça arrive, on se dit, punaise, en fait, ouais, j'ai réussi, je l'ai fait. Même si c'est pas une finalité, parce que forcément, derrière, il y a encore plein d'autres choses à aller chercher, tout ça. Mais c'est vrai que sur l'instant T, c'est quand même beaucoup de fierté, même pour les proches, les parents, tout ça. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable de se dire que en fait, toi aussi, ta fille, elle est en sélection. Et donc, non, franchement, c'était top. Ouais, c'est beaucoup de travail. Victoire, quand tu écoutes un petit peu le parcours de Gwenaël, ça te donne pas un petit peu quelques projets en tête, des projets en équipe de France, ça te tenterait pas un petit peu là? Si, après, il faut être sélectionné aussi. C'est ça qui est le plus compliqué dans son parcours en soi. Ouais, ça pourrait être un de tes objectifs ou pas à l'avenir? J'avais été sélectionnée une fois en équipe de France pendant le Covid, Okay. mais avec le Covid, ça s'est annulé et depuis, toujours pas. On attend. Ouais, c'est ça, j'aimerais Justement, bien. les performances avec Roubaix, ça peut ouvrir des voies, non? C'est encore compliqué, peut-être des divisions. Alors après, je pense, en tout cas, pour moi, j'en parle plus parce que c'est le monde senior et c'est encore un autre step. Ouais. Mais je pense que c'est vrai que pour les plus jeunes, le fait d'être en D3, alors là, oui, actuellement, on a des bons résultats, mais je pense que le fait déjà de pouvoir monter de division la saison prochaine et être en seconde ligue, ça leur apportera plus de visibilité et potentiellement plus entre guillemets, de valeur aux yeux des sélectionneurs, parce que c'est vrai que la D3, ça reste quand même si c'est un bon championnat, mais il y a tellement de joueuses qui sont déjà en D1, en D2, qui vont pas forcément aller voir en D3, quoi. Il y a tellement une grande différence et il y a tellement de joueuses aussi, donc le vivier est assez important, donc ils vont pas se prendre la tête à aller voir les joueuses en D3, malheureusement. C'est une histoire de temps, de toute façon. On espère. On espère. Et donc, en 2020, après des passages au FC Rouen et à Reims, tu décides de rentrer un petit peu dans ta région d'origine. Tu arrives au LOSC. Au LOSC, tu fais de très très bonnes saisons avec les Dogs. Tu es capitaine de l'équipe, encore l'année dernière, il me semble. Pas l'année dernière. Pas l'année dernière. Non. Bon. Et cette année, tu te lances dans un nouveau défi. C'était de celui d'arriver donc à Roubaix-Verviers et de faire monter l'équipe en D2. Pourquoi ce choix un petit peu de carrière d'arriver à Roubaix Ça aurait pu être des choix différents en fin de saison dernière. Maintenant, celui-là s'est présenté à moi et c'est vrai que je me suis dit, je suis plus en fin de carrière qu'en début de carrière, donc je me suis dit, si j'avais l'opportunité de pouvoir aider le club à justement, pas retrouver, mais intégrer cette seconde ligue parce que le club ne l'a jamais connue, je me suis dit que c'était quand même un bel objectif, un beau défi individuel et collectif, donc je me suis dit pourquoi pas, et en plus de ça, ça restait dans la région, donc c'était aussi un petit plus pour moi, et au final je m'y retrouve et tout se passe bien. Ouais, vous êtes considéré un petit peu dans l'équipe comme la mère poule. La mère poule, c'est qui transmet un petit peu l'expérience. Ah, je sais pas si elle me considère comme ça en tout cas, mais ouais, non, c'est vrai que je fais partie des plus anciennes, donc c'est sûr qu'on essaye de partager un maximum de choses, de pouvoir partager aussi notre expérience et en espérant que ça serve au reste du groupe. Ouais, Victoire, tu sens un petit peu cet apport d'expérience dans l'équipe, c'est bénéfique? Franchement, c'est très bénéfique, surtout aller en défense. Ça met une sorte de confiance aussi, parce que elle prend le lead un peu sur l'équipe et elle nous conseille énormément aussi, donc ça fait du bien pour la confiance aussi. Ouais, vous êtes assez proche sur le terrain, tu es en poste de numéro 6. Gwenaël, vous avez une certaine complicité sur le terrain, vous arrivez à avoir, parce que tu as commencé, tu as quand même un poste assez important et tu as réussi à t'imposer justement dans cette équipe. C'est quoi? C'est une sorte d'alchimie qui a fait que en ce moment vous puissiez avoir des bons résultats avec le club? Je pense que déjà, avant toute chose, c'est que je pense que le club a fait en sorte de faire entre guillemets un bon recrutement. Je pense qu'on a
on a un bon groupe, on a des bonnes joueuses, des bonnes individualités, mais aussi qui se mettent aussi au service du collectif. Donc je pense que c'est un tout qui fait que on arrive à avoir de bons résultats. Et voilà, mais encore une fois, c'est pour un seul objectif. Donc en tout cas, on essaye de faire en sorte à chaque match de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes et d'apporter chacune un peu notre pierre à l'édifice pour pouvoir justement performer et avancer ensemble. Ouais, on en reviendra un petit peu plus tard de ces recrutements qui ont fait qu'il y a eu un petit peu de changement. Il y a eu une certaine montée dans le lead en Détroit. Moi, je voulais revenir vers toi, Victoire, par rapport à ta transition entre le football chez les jeunes et chez les seniors. Donc, toi, ça fait depuis 2 saisons que tu joues en senior. Avant ça, tu n'avais pas énormément eu l'occasion de jouer dans des compétitions en niveau senior. C'était surtout en jeune. Ouais, c'est ça. Là, Roubaix, ça fait 2 ans que j'y suis et c'est mes 2 premières années en senior. Et c'est complètement différent. Complètement. Sur le niveau confiance, technique, tactique, et puis même la vitesse sur le terrain, c'est différent. Ta transition, ça a été plutôt simple entre le senior et les catégories jeunes? Je me suis adaptée assez rapidement pour moi, ça a été. Et là, cette année, je commence encore mieux à m'adapter et je me sens beaucoup mieux dans le monde senior que l'année dernière. C'est tant mieux. Ouais. C'est tant mieux finalement. Et donc oui, cette transition, elle s'est fait quand même assez rapidement dans un club où tu as donné quand même les rênes à ton poste quand même assez rapidement. Ouais, ça n'a pas été... ça s'est quand même fait assez vite. Ouais, ça va, ça a été. Ça a été. Et donc toutes les deux, vous baignez très rapidement dans le monde du haut niveau. Avant d'avoir touché vos premiers ballons, vous avez joué avec des équipes masculines, beaucoup d'équipes masculines donc en catégorie jeune. On connaît un petit peu les difficultés que rencontrent certaines jeunes filles lorsqu'elles souhaitent débuter dans le monde un petit peu dans le monde du football. Est-ce que pour vous ça a été un petit peu le cas de se lancer directement dans un monde qui peut être plus masculin, notamment chez les catégories plus jeunes? Je vais commencer à répondre, mais alors moi en soi non, pas forcément, parce qu'en soi même que ce soit à l'école, tout ça, j'ai toujours été habituée à être entourée de garçons, donc en soi j'ai pas eu ce souci-là. Et en plus de ça, en tout cas moi quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément toutes les structures féminines qu'il y avait, en tout cas à l'heure actuelle, dans les différentes structures masculines, mais et encore je pense que à l'époque s'il y avait eu parce que bon. Oui, parce qu'encore aujourd'hui, ça a évolué. Ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup plus de structures féminines, que ce soit de par les clubs garçons ou des sections qui se sont créées. Mais c'est vrai que moi, je me souviens que, étant plus jeune, en tout cas, j'avais l'opportunité d'intégrer une section sportive féminine. Alors, on aurait pu se dire que j'avais envie d'y aller. Mais le fait que ce soit justement uniquement féminin, en fait, indirectement, à cette époque-là, je savais que le niveau allait être plus faible et que j'allais pas forcément progresser. Donc, moi, en tout cas, avec les garçons, j'ai pris énormément de plaisir. J'y suis restée jusqu'à ce que je puisse plus y jouer. Et après, je suis partie avec les féminines. Tu partages un petit peu ce que dit Gwenaëlle, Victoire? Ouais, je suis à peu près d'accord avec elle. De toute façon, moi aussi, quand j'étais plus jeune... Quand je jouais, c'était plutôt avec des garçons, parce que les filles, avant, ils n'aimaient pas forcément le foot. Et du coup, ça ne m'a pas tellement perturbée d'être avec les garçons. Donc, non, une adaptation qui était quand même assez simple. Ouais. Exactement. Mais vous puissiez comprendre quand même que certaines filles ont du mal peut-être à l'heure actuelle de se lancer... dans des catégories où il y a quand même beaucoup de garçons, ça peut être compliqué de s'imposer comme ça dans une équipe et de se dire je vais me lancer dans le foot, c'est peut-être pas l'endroit où je devrais être, même si ça devrait pas être le cas, ça devrait même pas être une question en fait. Mais vous arrivez un petit peu à comprendre ce que certaines jeunes filles
puisse comprendre. Je comprends tout à fait. Maintenant, c'est vrai qu'une jeune fille qui veut faire du foot, j'ai envie de dire, elle peut trouver un club assez facilement. Oui, ça a quand même pas mal évolué. Vous pensez que ça a évolué depuis combien de temps Quand même depuis pas mal d'années. En tout cas, il y a eu en plus de ça, il y a eu certaines obligations concernant les clubs masculins pour que justement, en termes de label, tout ça, ils puissent avoir une section féminine pour justement un peu relever tout ça. Donc, je pense que on va dire pas mal de clubs ont joué le jeu justement à créer des sections féminines. Maintenant, quel investissement ils y ont mis au fur et à mesure du temps, ça malheureusement c'est autre chose. Ouais. Mais après, je pense qu'une fille, et c'est malheureux de dire ça, mais c'est une réalité, une fille qui va être suffisamment à l'aise avec la balle au pied, je pense qu'elle va être facilement intégrable dans une équipe garçon. Et je pense que les staffs, que ce soit les éducateurs, que ce soit les garçons, ils vont plus facilement l'adapter dans leur collectif. Maintenant, une jeune fille qui a envie quand même de faire du foot, parce que c'est sa passion et parce qu'elle aime ça, mais qui est un peu plus en difficulté, je pense que malheureusement, on va la rediriger vers un club féminin parce qu'on va estimer que... voilà, c'est ça. Alors qu'en soi, si demain une fille veut aller jouer avec les garçons, qu'elle aille jouer avec les garçons. Si elle préfère plutôt être avec les garçons qu'avec les filles, vas-y. Et puis voilà, maintenant je trouve que dans les mentalités c'est encore un peu différent, mais on espère toujours que ça évolue au fil des années. J'espère aussi, j'espère bien sûr. Moi je voudrais revenir sur un autre point commun que vous avez toutes les deux, et puis le point commun des olympistes. Nous on a un fort attachement au nord de la France, on suit énormément donc les équipes du nord de la France, on fait des articles, des reportages, etc. Je vous invite à aller voir aussi notre compte Instagram et puis notre site internet. Votre point commun, et l'une des raisons pour laquelle je vous ai fait venir ici, c'est votre appartenance au nord de la France. Vous avez tout le long de votre carrière, donc Gwenaëlle, tu as un petit peu divagué dans la région de Rouen, mais jamais très loin. Et donc voilà, vous avez pendant longtemps joué dans le nord de la France. C'est une certaine fierté de représenter un petit peu le nord de la France à l'échelle nationale, ou c'est quelque chose qui vous dépasse un petit peu? Vous avez un certain... Parce que moi je sais que les ch'tis sont quand même très attachés à leur région. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que c'est une question d'attachement à la région, ou est-ce que c'est une question d'attachement à la famille et de tout ce qui s'ensuit? Je sais pas. Maintenant, c'est vrai que moi, en tout cas, au vu de mon parcours, on peut pas dire que je suis allée très loin. Maximum à 3 heures de route de chez moi, donc en soi, est-ce que c'est une question de région ou est-ce que c'est une question de famille? Je sais pas. Mais non, après, je pense qu'il y a aussi tout ça qui rentre en considération, et je pense qu'après, c'est pareil, chacun est différent, chacun a des projets différents. Et puis voilà, mais non, en tout cas, moi, je suis fière d'être une nordiste. Et puis voilà. Toi, partage la même chose? Moi, c'est plus familial, je pense, parce que je suis très proche de ma famille, surtout de ma mère, donc partir loin déjà en internat, c'était très compliqué. Donc là, partir à plus de 3 heures du coup de la famille, je pense que ça serait compliqué. Après, si j'ai une opportunité de le faire prochainement ou dans 2 ans ou quoi, pourquoi pas, ce sera un sacrifice à faire. Oui, évidemment. Donc oui, ça peut être... c'est toujours envisageable. Oui. On envisage toujours. Très bien. Et donc je souhaite maintenant revenir avec vous sur vos objectifs et puis un petit peu votre parcours en championnat. On a raconté un petit peu avant, en début de ce live, vos performances sont juste énormes. Et puis j'aimerais aussi revenir avec vous sur votre parcours en Coupe de France et puis votre 16e de finale, votre seule et unique défaite de la saison. On n'a pas vraiment perdu. Et vous n'avez pas vraiment perdu puisque vous avez perdu au tir au but. Donc est-ce qu'on pourrait dire que vous avez perdu? Vous êtes toujours invaincu finalement en fait. On est toujours invaincu. Vous êtes toujours invaincu cette saison. Bon c'est parfait. Vous avez... Et puis votre club également, il a une particularité assez unique. Vous êtes un club 100% féminin. Exactement. Il n'y a pas de club, vous n'avez pas de section masculine. Non. Il a été créé en 2018 et s'est suivi de plusieurs montées en division pour arriver en D3. Quelles sont un petit peu les particularités qu'on peut retrouver dans des sections 100% féminines axées que sur la formation de jeunes filles? Est-ce que tu peux reformuler ta question? Est-ce que vous voyez un petit peu la différence entre des équipes masculines et des équipes un petit peu féminines?
tout est une question de... Enfin, Dans la formation. En termes de formation, non, du coup, je pense que ça reste assez similaire, même si du coup, je pense que les objectifs à échelle différente sont relativement similaires, même si à l'avenir, forcément, un garçon qui est en formation, ben, on connaît un peu la difficulté pour passer au monde pro et au monde plutôt pro, parce que senior, non, au final, tu peux y être même en district. Mais c'est vrai que comment dire, l'entonnoir se resserre assez fortement plutôt chez les garçons que chez les filles, mais je pense que, en tout cas, encore là, à l'heure actuelle, je trouve que le foot féminin, malgré tout, a quand même bien évolué. Il y a certains centres de formation qui sont mis en place là, depuis certaines années là, pour certains clubs. Là, en l'occurrence, il y a Lille là, qui y est depuis, ça va faire leur 2e année. Donc en soi, il y a quand même des structures qui mettent des choses en place, qui font en sorte que les filles aussi puissent avoir une certaine formation et puissent aussi penser à des projets peut-être plus grands que ceux des simples structures féminines. Comme j'ai expliqué dans l'introduction de ce live, vos performances elles sont juste énormes. Vous avez 20 points d'avance sur les deuxièmes du classement, c'est Bourges. Il vous reste encore 9 matchs. Comment on appréhende les matchs lorsqu'on est dominante un petit peu dans le classement? J'ai envie de dire que dans ce championnat-là, on les prend encore les uns après les autres parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, même si parfois on a pu avoir des résultats assez larges, mais là en plus en deuxième partie de saison, je pense que tous les clubs vont essayer de gratter des points, que ce soit pour le maintien, que ce soit pour différentes raisons, mais en tout cas les matchs seront en tout cas tout aussi difficiles les uns que les autres, donc à nous de les aborder du mieux possible pour remporter les 3 points à chaque fois. Très bien. Et donc, victoire, il vous reste plus qu'à valider au minimum 2 victoires et un match nul pour être champion de Détroit. Est-ce qu'on peut dire actuellement que la saison est validée en seulement 9 matchs, où il vous reste une poignée de points en seulement 9 matchs? Est-ce qu'on pourrait dire ça aujourd'hui? Non. En soi, il y a différentes... Là, actuellement, en termes de points, comme ça, on pourrait se dire, ouais, ça y est, elles sont, entre guillemets, déjà championnes, mais il y a plein de petites choses, on va dire, à côté, notamment sur le plan administratif, qui font que, en fait, on n'a pas forcément tant d'avance que ça. Donc, chaque match, on prend les uns après les autres et on essaiera d'engranger le maximum de points, de prendre les 3 points sur les 9 derniers matchs et on verra au moment venu, mais en tout cas, c'est sûr que c'est l'objectif. Oui, vous avez parlé en matière administrative, il y a encore certains blocages. Certains blocages qui ne sont pas encore... Enfin, non, pas dans le club, mais il y a certaines choses en tout cas qui sont en cours de... J'ai pas les termes pour pouvoir évoquer ça, mais des choses encore qui sont en cours... enfin même pas de jugement ou autre, je sais même pas comment on peut évoquer ça, mais en tout cas les points là à l'heure actuelle ne sont pas ceux qui devraient être officiellement. D'accord. Je peux pas aller plus loin sur le sujet. Désolée. On garde le reste pour plus tard. Moi je voulais revenir un petit peu sur les saisons précédentes. Alors vous étiez pas, il y a juste toi Victoire qui était là il y a 2 ans. Donc, au club. Avant ça, le club était un petit peu en difficulté. Il y a 3 ans, lors de la saison 2023-2024, elles ont fini 6e. Aujourd'hui, l'année passée, elles ont carburé. Elles ont fini 3e, je crois, avec seulement 3 défaites. Et puis aujourd'hui, on sait ce qu'il en est. C'est quoi la recette finalement de cette ascension que je pense beaucoup de clubs envient? C'est quoi? C'est une cohésion d'équipe globale? C'est quelque chose que vous avez travaillé beaucoup à l'entraînement ou c'est même plus profond encore? Vas-y. En soi, je pense pas qu'il y ait de recette miracle à tout ça. Je pense pas que ce soit quelque chose qui se travaille uniquement à l'entraînement, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Je pense que vraiment c'est un tout qui fait aussi que, là, comme on évoquait tout à l'heure,
et je m'inclus même pas dans le truc parce que je me dis que si j'étais toute seule, en soi, je pourrais pas faire grand-chose. Mais c'est vrai que je pense que cette année, le club avait de réelles ambitions et je pense qu'ils ont mis les moyens à hauteur de leurs ambitions. Et c'est vrai que cette année, je trouve que, en tout cas, par rapport aux autres années, même si j'y étais pas, mais que l'équipe est vachement complète et qu'on peut vraiment compter sur tout le monde et que demain, s'il arrive un problème avec une joueuse, on sait qu'il y a celle qui sera sur le banc qui va venir et qui aura encore envie de se donner encore plus. Et ça, je pense que indirectement, c'est quand même quelque chose de positif pour chacune d'entre nous, même si c'est jamais forcément évident d'être sur le banc. Mais en tout cas, je pense que l'esprit de groupe et l'état d'esprit en tout cas dans lequel on est, en fait on est focus juste sur ce qu'on a à faire, sur l'objectif, on sait pourquoi on est là et voilà, et ça je pense que oui c'est en plus par rapport aux autres équipes. Ouais, c'est cette alchimie finalement qui fait que ça puisse également fonctionner tout au long du championnat. Je voulais revenir aussi sur quelque chose parce que je me suis renseigné sur... voilà, je me suis dit mais c'est quand même dingue en l'espace d'une année le gap qui s'est créé et je suis revenu sur la saison 2023-2024 où il y a eu ils ont fait un très gros mercato, je pense que c'est ça que t'en parles un petit peu Gwenaël, avec l'arrivée de 4 joueuses du RC Lens, dont toi Victoire, avec eux l'ancien directeur sportif du RC Lens qui est aujourd'hui votre coach est arrivé voilà, au poste de coach et qui est toujours actuellement votre coach. Est-ce que c'est ça un petit peu ce qui a fait que le club aujourd'hui en Détroit puisse fonctionner? Pas que non plus, parce qu'avec 4 joueuses, on peut pas faire grand chose, on va dire. Mais c'est aussi grâce à l'objectif commun qu'on a tous ensemble. Il n'y a pas une joueuse qui n'a pas le même objectif. Et c'est grâce à ça aussi que cette année, on arrive à s'en sortir plutôt pas mal. Donc, oui, c'est toi avec également les autres joueuses. Tu es arrivé donc en cours, pas en cours de saison, mais à l'arrivée de cette deuxième saison. C'est quoi qui t'a attiré un petit peu dans le club de Roubaix de passer du RC Lens au projet un petit peu roubaisien? Grâce à l'ambition, la montée en D2, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vivre un jour. Là, une montée, ça doit être beau quand même. Et Samuel Delcroix aussi, parce que je le connaissais. Du coup, je me suis dit peut-être qu'en partant avec lui, j'aurais plus confiance, tout ça. Et du coup... oui, donc tu le connaissais déjà un petit peu avant d'arriver au club. Ouais, à Lens. C'était quelque chose qui t'a aussi motivé Ouais, beaucoup motivé, ouais. Très bien. Et donc j'aimerais revenir aussi sur votre match de Coupe de France, ces 16e de finale qui sont passés vraiment à ça. Invincibilité, je pense qu'on peut toujours en parler puisque vous avez perdu au tir au but. J'ai pu suivre le match, j'y étais, je crois que je me suis recueilli pour l'interview à la fin. J'ai senti quand même une immense déception. J'imagine que quand on a une saison aussi complète, on a envie de pouvoir la prolonger aussi en coupe. Ouais, c'est sûr. Après, c'est... En fait, le fait de se dire que c'était à domicile, que c'était une équipe de seconde ligue, en tout cas, on y a cru jusqu'au bout. Maintenant, c'est sûr que... on a vu que ça s'est joué sur des détails, même si on a quand même pas mal subi, en tout cas, sur cette deuxième mi-temps. Mais au final, je trouve qu'on avait fait quand même une belle performance collective. Mais maintenant aussi, ça nous montre ce qui nous attend si on vient à monter en seconde ligue et de se dire que, ok, peut-être qu'en Détroit, certaines actions ne vont pas forcément au fond, mais en seconde ligue, forcément, ça se jouera peut-être un peu plus sur des détails. Donc, quelque part, ça nous prépare aussi à se dire, ok, il faut faire attention à ça et à travailler peut-être différemment pour... en tout cas, aborder au mieux cette montée si ça vient être le cas. Ouais, c'était une sorte de bonne préparation. Finalement, elles étaient 3e. Elles étaient l'une des leaders. Elles se battaient pour la montée en D1. Donc faire un match nul face à une équipe qui se bat pour l'accession en D1, c'est quand même un très très bon résultat.
Oui, c'est un bon résultat. C'est de bon augure, finalement. C'est de bon augure, c'est un bon résultat, même si je pense que quand on est compétitrice et au vu de comment le match s'est passé, on espérait en tout cas une victoire, même si derrière, on serait tombé sur le PFC, mais ça aurait été une expérience en tout cas, je pense, supplémentaire qui aurait pu nous aider pour la suite du championnat. Mais non, oui, c'est de bon augure pour la suite. Et en tout cas, c'était une équipe abordable selon nous, en tout cas au vu de l'équipe qu'on a. Donc forcément un peu de déception, mais finalement le plus important c'est le championnat. Donc on s'est reconcentré et remis au travail assez rapidement. Et puis vous avez eu, je pense, un mois pour vous remettre aussi de ce match-là et puis repartir sur les chapeaux de roue. Donc parfait. On va changer totalement de sujet et puis on va revenir sur la condition sportive de haut niveau, puisque vous êtes toutes les deux sportives. Je ne sais pas si on peut le dire actuellement. Je pense que je vais vous poser aussi la question. Est-ce que vous dites aujourd'hui sportive de haut niveau ? Est-ce que il y a, alors je ne pense pas qu'il y ait de cartes ou des choses spéciales, mais est-ce que je connais certaines personnes qui ont des statuts un petit peu de sportifs de haut niveau. Est-ce que pour vous c'est le cas quand on est joueuse en D3 d'avoir un statut spécial dans la vie de tous les jours, que ce soit pour les études ou autre? Alors, je pense pas me tromper, mais en tout cas, là, en D3, je ne pense pas qu'on soit réellement considéré en tout cas comme athlète de haut niveau, même en seconde ligue d'ailleurs. Après, je pense que s'il y a une demande de fait, peut-être que. Mais comme je l'avais évoqué dans les questions qui avaient été posées, quand en fait j'étais au Pôle Espoir, c'était automatique, c'est-à-dire que de manière officielle, on était sur les listes des athlètes de haut niveau, donc c'était comme ça. Le fait d'être en sélection, tout ça, c'était pareil. Et en fait, après, ça nous laissait encore une année supplémentaire, je crois, une fois le pôle terminé, encore sur ces listes. Donc, je pense qu'on ne l'est pas officiellement, mais finalement, on fait tout comme. Donc, en tout cas, je nous considère comme des athlètes de haut niveau. Je pense qu'on peut aussi vous considérer comme des athlètes de haut niveau quand on a un certain nombre d'entraînements. Vous faites combien d'entraînements par semaine, un petit peu pour vous entraîner et vous préparer pour ces matchs? On est à 5 entraînements. Ouais, 5 entraînements par semaine, c'est le même rythme. Un jour de repos, le match, on s'entraîne tous les jours quasiment. Donc c'est le même rythme finalement que des équipes professionnelles en fait. Quasiment. Quasiment, on n'est pas loin. À une ou deux séances, je pense, c'est similaire. Et donc, oui, aujourd'hui, vous êtes donc... Ouais. Je pense même 6 séances parce que j'ai oublié la muscu. C'est important. Donc finalement, je pense que c'est similaire à d'autres clubs évoluant en seconde ligue. Et donc, oui, justement, vous êtes à 6 entraînements aujourd'hui. Si on devrait faire un petit peu un pourcentage de votre part, un petit peu de votre vie, un petit peu, vous viviez à combien de pourcents de votre football, un petit peu de votre passion? Ça vous représente quand même énormément de temps, de votre temps personnel en fait. Que ce soit dans les entraînements et puis même psychologiquement en fait. C'est énormément, enfin ça pèse énormément dans votre... Personnellement, moi à côté du football, je fais un BMF. Donc je suis en études aussi avec le BMF, donc ça concerne aussi le football. Donc toute la journée, que ce soit la semaine ou le week-end, je suis tout le temps sur le terrain. Donc je vis le football en fait, finalement. De l'entraînement jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui te baigne donc, depuis que tu es toute petite. Cette envie d'être donc BMF, c'est diplôme d'éducateur sportif. Moniteur sportif, donc dans le milieu du football. Ouais. Et donc c'était quelque chose qui t'a mené à devenir moniteur sportif grâce au foot en fait finalement. Ouais, c'est ça. Et donc c'est pourquoi un petit peu t'as voulu te lancer dans le métier un petit peu de moniteur sportif. C'est l'envie de transmettre un petit peu aux jeunes ce qu'on t'a transmis avant, ou c'est d'autres choses? Ouais, il y a ça aussi. Et après, je me suis dit, le football, ça va qu'un temps aussi. Après, je suis encore jeune. Mais je me dis, pour la suite de la carrière, je ne peux pas faire du football jusqu'à 70 ans. Donc, pour c'est une seconde vie en soi. Pour après la carrière, je puisse donner mes conseils et transmettre les valeurs que j'ai apprises quand j'étais petite à des autres
des autres enfants. Oui, on voit plus loin. Et donc, c'est pas compliqué finalement de pouvoir joindre entraînement, la formation donc pour votre diplôme et puis aussi la vie un petit peu familiale que vous avez à côté. C'est compliqué, c'est dur de pouvoir s'organiser dans votre vie finalement. Non, c'est pas très compliqué. Après, avec le BMF, il faut s'adapter aussi à Roubaix. Donc, j'ai des entraînements qui sont hors des entraînements de Roubaix. Donc ça va, le planning, ça match un peu. Après, concernant la famille, maintenant je les vois une fois par semaine. Ils viennent souvent à mes matchs, donc à domicile. Donc je les vois aussi le week-end. Mais sinon, la semaine, j'ai pas le temps à aller voir ma famille en fait. D'accord. Et donc, oui, dans votre condition de sportif de haut niveau, on peut dire que c'est un métier en fait finalement à part entière. Le métier de sportif de haut niveau et ce que vous vivez actuellement, c'est un vrai métier, c'est pesant comme le métier d'une personne lambda en fait. Bah, finalement, on peut se dire, ouais, être sportif de haut niveau, ouais, c'est facile. Entre guillemets, on est payé qu'à s'entraîner, à jouer, mais en fait, c'est pas que ça. Donc, c'est toute une préparation à côté aussi. de ça, il y a tellement de choses aussi à prendre en considération. Enfin, on peut pas se permettre de vivre entre guillemets comme tout le monde, même si, encore une fois, chacun a sa façon de faire, chacun a sa manière de vivre son quotidien, etc. Mais c'est de la préparation, c'est du sommeil, c'est vraiment un tout qui fait que, en fait, on est quand même assez régulièrement focus sur se dire, bah ok, là t'as entraînement, donc attention à ce que tu vas faire avant. Ou là il y a un match, bah ok, mais la veille, est-ce que tu vas... Enfin, en fait, tu vas faire les choses différemment, je pense, et donc... oui, je pense qu'on peut se considérer comme sportif de haut niveau. Et oui, je pense que c'est un métier. À l'heure actuelle, je pense que même les footballeurs professionnels, on va se dire, ouais, mais en fait, ils font que du foot. Ouais, mais c'est pas que du foot. C'est pas que ce qu'on voit à la télé. En fait, à côté de ça, il y a tellement de choses dans le quotidien, au final, qui peuvent changer, qui peuvent être perçues comme certains sacrifices. Parce que si, admettons, je sais pas... Alors peut-être pas nous à notre niveau, mais je veux dire un joueur pro qui va raconter ça à une personne lambda, il va se dire, en fait, pour moi ça serait des sacrifices, alors que pour lui finalement c'est normal. Donc, ouais. Dans un métier classique, dans un métier classique, généralement on peut un petit peu déconnecter, on a des journées de 8h, 18h et puis c'est fini. Dans le métier de sportif de haut niveau, c'est toute ta condition, en fait, ton alimentation, etc. qui est impactée. En fait. Après, tout dépend de comment tu vois les choses et de comment tu veux les mettre en place. Mais en tout cas, si tu veux être un minimum performant et un minimum carré dans ce que tu fais, bah, tu es obligé de suivre certaines règles quand même. Vous avez des entraînements, on peut dire des rythmes d'entraînement comme des sportifs de haut niveau, des sportifs qui sont payés pour jouer, donc pour s'entraîner. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous arrivez à vivre un petit peu de votre passion, de votre sport? Moi, personnellement, oui. Je pense en plus avec le complément du BMF. L'année dernière, c'était un peu plus compliqué, mais là, j'ai pu prendre un appartement aussi grâce à ça. Donc, personnellement, ouais. D'accord. Et donc pour toi, Gonaël, c'est... finalement, vous arrivez... donc en D3, on arrive à vivre du football. Après, je pense que... Pas partout. Là, on a quand même la chance... C'est la structure en elle-même qui fait que vous êtes... D'être à Roubaix, je pense pas que tous les clubs... Ouais, je pense que c'est quand même un élément important à signaler. C'est le fait que je pense pas qu'aujourd'hui, d'autres joueuses de D3... autant de joueuses de D3 puissent vivre du football, tout comme ça peut être le cas aussi en seconde ligue. Il y en a beaucoup qui ne vivent pas entièrement du football en seconde ligue. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en tout cas, cette année, même si les années précédentes c'est pareil, je pouvais en vivre, mais je veux dire, aujourd'hui en étant D3, je suis quand même chanceuse et reconnaissante de ce que je peux avoir aujourd'hui grâce au football. D'accord.
Et justement, je voulais revenir justement sur ça et de votre métier donc de sportif de haut niveau. Vous faites aussi à côté d'autres choses. Vous avez d'autres activités professionnelles aussi à côté du football. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Ouais, alors du coup ça fait là un peu plus d'un an que je me suis lancée dans le graphisme sportif. Donc je suis en auto-entrepreneur, je suis en freelance en tant que graphiste du coup. Et donc voilà, ça se passe bien. Étant donné que nos entraînements sont le soir, ça me laisse du temps la journée pour justement pouvoir un peu développer cette activité-là. Et comme le disait Victor tout à l'heure, c'est vrai que là j'ai fait ça, avant j'ai fait d'autres choses, etc. en termes de formation, mais je pense qu'il est important quand même pour les plus jeunes de profiter justement de ces années-là où on peut être payé à faire ce métier, cette passion, et de profiter de pouvoir se former en parallèle pour justement préparer l'avenir, parce que ça passe quand même assez vite, donc pas arriver, admettons, je sais pas, à 28, 30, 32 ans et se dire ouais mais finalement j'ai rien fait. Et j'aurais peut-être pu parce que j'avais le temps de le faire, mais je l'ai pas fait parce que pour différentes raisons. Et donc voilà, je pense que c'est important quand même de prendre un maximum de bagages pendant sa carrière, tant qu'on puisse le faire, et de préparer au mieux la suite. Ok. Et donc le monde du graphisme, c'est quelque chose qui t'a branché En fait, ça m'a toujours un peu intéressé de loin, sans me dire que moi aussi j'étais capable de faire entre guillemets mes visuels, tout ça. Et j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Au départ, je me suis lancée en freelance, mais sans me dire vraiment, et sans vraiment savoir où ça allait me mener. Et au fur et à mesure du temps, une mission, deux missions, trois missions et ainsi de suite. Ça m'a ouvert des portes sur d'autres choses qui n'ont même rien à voir avec le foot, mais finalement c'est tout aussi plaisant, donc c'est top. Ok, et donc oui, tu as fait des formations, donc tu t'es formé, c'est ça en fait aussi l'un des avantages de sportif de haut niveau, c'est qu'on peut se permettre de se former et puis de se lancer aussi dans d'autres choses à côté. Exactement, il y a plein de possibilités. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, à côté du foot, il y a plein de choses à pouvoir faire, que ce soit dans différents métiers. Finalement, si on veut vraiment se former, il y a de quoi se former. Ouais. Alors même si en Détroit, on n'est pas encore avec l'UNFP, etc., mais pour l'avoir été les années précédentes, c'est vrai qu'ils mettent aussi en place des formations justement pour les athlètes de haut niveau à distance. Pour justement pouvoir se former pendant sa carrière, et il y a beaucoup en tout cas de plus en plus de joueuses qui le font pour justement être un peu plus tranquille pour la suite. Très bien. Et donc on va poursuivre un petit peu ce live et le conclure avec plusieurs causes et problèmes qu'on peut entendre, ou du moins des réflexions qu'on peut entendre par-ci par-là dans la condition de sportif de haut niveau. Moi je voulais revenir sur le cas de la médiatisation du football féminin, parce que c'est un cas qui est très très largement parlé. On l'a vu encore, je vois encore l'été dernier avec l'Euro féminin qui a eu du mal à avoir des diffuseurs pour diffuser la compétition. Le championnat national, donc l'équivalent côté féminin de la D3, est diffusé et soutenu par la FFF, donc la Fédération Française de Football. La nationale, le championnat national. Ah ouais, ok. Le championnat national, donc l'équivalent de votre championnat, est soutenu par la FFF. Il me semble que leurs matchs sont diffusés directement. Il me semble sur FFF TV. Ouais, c'est ça. Directement sur YouTube, il me semble. Ils diffusent donc en intégralité ces matchs. Du côté des femmes, finalement, on voit pas grand-chose. Vos matchs ne sont pas diffusés. Non. Et il me semble encore que c'est compliqué en seconde ligue. C'est ça. En fait, avant de voir nous, il faut toujours voir en au-dessus, déjà voir comment ça se passe. Et c'est vrai que, on va dire qu'en D1, les choses ont quand même bien évolué, même si forcément on s'attend toujours à avoir un mieux et plus. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a qu'à voir en seconde ligue combien de matchs sont diffusés tous les week-ends. Il y en a une poignée, je pense, pas plus. Sur toute une saison, je pense que... Il n'y a même pas de poignée, je pense que c'est vraiment le peu de matchs qui puissent être diffusés, des fois sur FFF TV, mais je pense qu'une fois par mois, déjà, c'est déjà beaucoup. Donc, non, c'est dommage. Maintenant,
c'est pareil, je pense que c'est quelque chose qui va dans les années à venir évoluer. En tout cas, pareil, je l'espère. Mais en tout cas, la D3, c'est pas encore diffusé. Mais de toute façon, tant que la D2 ne sera pas entièrement diffusée, je pense que la D3 a encore le temps d'attendre. Oui, je pense qu'on a... Et puis même, je crois, en D1, c'est toujours un petit peu compliqué par rapport aux droits télé. Je crois que c'est Canal+, qui a aujourd'hui les droits de la D1. Est-ce que... par le biais donc, de la médiatisation, mais je pense que c'est même encore plus large. On n'arrête pas de faire la différence entre le football masculin et le football féminin. Est-ce que vous ressentez un petit peu, je dirais pas le délaissement du football féminin par certaines grandes instances, mais que le football masculin prend peut-être trop de place ou fait un peu de l'ombre à d'autres championnats comme celui féminin? Trop de place, oui et non, mais en même temps, il prend la place qu'on lui donne. Enfin, en termes de médiatisation, il y a des problèmes, mais pas ceux que nous on retrouve. Au final, à chaque fois qu'on parle du foot féminin et du foot masculin, mais le foot féminin, le foot masculin, ça rapporte plus, etc. Donc en fait, il y a tellement de paramètres à prendre en considération qu'à l'heure actuelle, je pense que même que ce soit les diffuseurs ou autres, à se dire en fait quel intérêt ils vont avoir à diffuser le foot féminin. Les personnes s'intéressent plus au championnat masculin en fait, tout simplement. Tout simplement. Et en plus, alors c'est dommage parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi faire, même en termes de communication dans les clubs, tout ça. Je pense que vraiment, même si certains clubs sont un peu en avance par rapport à tout ça, mais quand on voit un club comme Nantes qui arrive à faire venir un certain nombre de personnes dans leur stade, je me dis que il y a quand même de l'évolution et qu'il y a quand même de l'espoir de pouvoir faire venir du monde au stade. Si Nantes arrive à le faire, je pense que les autres clubs sont en capacité de le faire. Maintenant, c'est pas toujours le cas. Et après, je pense qu'au plus il y aura de monde dans les stades, forcément, au plus ça fera de la vente, au plus ça fera du chiffre. Peut-être qu'au plus ça apportera d'autres personnes. Et les personnes, entre guillemets, les diffuseurs, tout ça, auront peut-être envie de plus médiatiser le foot féminin. Mais c'est pareil, c'est un peu un cercle vicieux. Donc, on prend ce qu'on nous donne, mais c'est vrai qu'on aimerait plus parce que quand on voit comment ça se passe dans les pays voisins, on se dit que il y a de l'espoir, mais qu'on n'avance pas forcément assez vite. Pas assez vite. Et c'est peut-être aussi au club de justement faire plus de communication. Comme vous avez dit, le FC Nantes fait énormément de communication chez ses jeunes, également chez la section féminine, et ça marche. Donc c'est au club aussi également de mettre la main à la pâte et de se dire bon, ok, on se lance également dans le championnat féminin et on décide de faire de belles initiatives. Après, je pense que tout dépend des objectifs de chacun et de la place qu'on veut donner aussi au football féminin finalement. Donc après, tout dépend de là où on a envie de l'amener. Mais je pense que tout le monde est en capacité de pouvoir faire ce que le FC Nantes fait ou bien d'autres clubs. Mais voilà. Moi, je pense que c'est... je vais revenir également sur un autre sujet, mais je pense qu'on l'entend énormément partout, c'est celui des inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Là encore, je pense que c'est aussi l'histoire de la communication qui fait que ça peut également faire gonfler le salaire et la médiatisation qui va donner un nouvel élan à d'autres sportifs. Mais justement, cette inégalité est aussi importante entre le sport féminin et masculin. Vous le voyez de quel œil en fait? C'est toujours un peu un sujet compliqué parce que je pense qu'à l'heure actuelle, je vois pas de filles même en première ligue de se dire ok, tu vas avoir un salaire. Même si attention à Lyon, je pense que c'est un autre step, mais de manière générale, je pense en D1 Arkema, de se dire que ok, quasiment toutes les filles sont payées plus ou moins comme les garçons. Je me dis qu'en fait c'est quasiment impossible dans le sens où à chaque fois qu'on revient sur ce sujet-là, c'est le fait de se dire mais les filles ça rapporte pas autant que les garçons. C'est en termes de sponsors, en termes de pub, en termes de ci, en termes de là. Et au final on va vous dire mais à l'heure actuelle qui va acheter admettons telle ou telle joueuse à autant. Ça se fait moins ça dans le foot féminin. Donc je pense que c'est un peu compliqué, même si dans d'autres pays, elles ont réussi à avoir cette égalité homme-femme. Et franchement, bravo à celles en tout cas qui ont initié ce mouvement-là. Et
Parce qu'au final, si on bouge pas, c'est pareil, il n'y a rien qui va changer. Maintenant, c'est vrai qu'en France, je pense qu'on est encore loin de tout ça, mais encore une fois, on espère que dans les années à venir, en tout cas, les plus jeunes seront en tout cas mieux développés, et même si en tout cas, attention, on n'est pas à plaindre, mais seront encore dans de meilleures conditions et pourront vivre pleinement de leur passion. Quand tu dis justement que vous n'êtes pas à plaindre, c'est que le football féminin, pour l'instant, c'est quelque chose qui est quand même assez démocratisé pour que vous puissiez justement y vivre. C'est plus compliqué dans certains autres sports, les inégalités. En soi, je peux pas. Enfin, j'ai pas envie d'aller dans un sport en particulier parce que je pense que dans tous les cas, que ce soit on peut pas comparer, admettons même la NBA. Enfin, je pense que c'est des choses qui sont encore une fois totalement différentes et chaque sport a ses problèmes, j'ai envie de dire. Mais c'est sûr que non, c'est en termes de salaire, je pense que ce sera toujours un peu compliqué et un peu tabou pour l'ensemble des personnes. Mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, en tout cas, moi, si je prends mon cas personnel, je vais pas me plaindre du salaire que j'ai, voilà, tout simplement. Très bien. Victor, tu partages un petit peu ce que dit Gwenaëlle ? Oui, tout à fait. De toute façon, après, le football féminin, ça a quand même évolué. Du tout premier football féminin, c'était pas vraiment ce qui est fait maintenant. Du coup, maintenant, on espère que ça évoluera encore plus au fil des années, quoi. Gwenaëlle disait justement que c'est aux générations futures de mettre la main à la pâte et de faire bouger un petit peu ce qui se passe. Tu sens un petit peu, tu dois un petit peu élancer ces nouveaux mouvements ou ta génération, en fait, finalement, notre génération, la Gen Z, est-ce qu'elle serait capable de pouvoir changer un petit peu les mentalités ? En fait, excuse-moi de te couper, mais en fait, quand je vois les anciennes générations vraiment qui faisaient du foot et qui au final n'étaient pas du tout payées pour faire ça. Donc au final, elles ont quand même essayé de faire avancer le foot féminin comme elles le pouvaient. Au final, nous, ça nous a quand même servi dans différentes choses, que ce soit dans les structures. Je pense que c'est pareil. Je pense encore 10 ans en arrière, on aurait parlé de médiatisation. On aurait dit, mais en fait, vous êtes des folles. Alors qu'à l'heure actuelle, alors tout le monde n'est pas médiatisé, mais cela dit, la première ligue, elle est quand même déjà médiatisée. Donc finalement, en fait, les efforts de chaque génération, pourquoi du comment elles se sont battues, au final, aujourd'hui, on en est là. Donc je pense que même à l'heure actuelle, de se dire, ok, tu peux être payé de ta passion, quelque part, merci à elle, merci à tout ce qui a pu se faire avant. Et puis là, aujourd'hui, c'est à nous, indirectement, d'essayer de faire avancer les choses. Et pour les générations futures. Et je pense qu'elles auront aussi un rôle à jouer, mais pour les générations encore d'après. Et parfois, ça passe par des petites choses, mais en tout cas, je pense que chacun est en capacité de faire avancer les choses. En parallèle des équipes féminines qu'ont Roubaix-Vervic, des initiatives inclusives sont mises en place par votre club. C'est le cas, pour permettre l'inclusion, c'est le cas des personnes en déficience visuelle. Il y a une section de Cécifoot qui a été créée au sein du club de Roubaix. Et leur objectif, c'était de devenir quand même l'un des principaux sites de Cécifoot en France. Je crois qu'il me semble qu'il y a l'entraîneur de l'équipe de France de Cécifoot qui est à Roubaix. Comment est-ce que vous voyez un petit peu ces initiatives faites au sein de votre club ? Okay. Moi, je trouve quand même que c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir mettre ces handicaps, mettre en avant les joueuses qui souhaitent partager leur passion malgré leur handicap. Et en vrai, là, en plus, ça tombe bien que tu en parles là parce que vendredi midi, on a fait justement il y avait un petit événement avec les petites du Cécifoot et je me dis, mais en fait, c'est quand même dingue que le club puisse mettre en place ce genre de choses qui n'existent pas forcément ailleurs. Ouais. Alors qu'en soi, on n'est qu'un club de Détroit. Oui, c'est ça. Donc, on pourrait se dire, mais en fait, pourquoi faire ? Pourquoi ils font ça, etc. Mais en fait, encore là, il y avait les gamines qui étaient là et tout. Et je me dis, mais en fait, c'est juste dingue de se dire qu'un club puisse mettre ça à disposition. Parce qu'en soi, elles ont du coup récupéré, d'après ce que j'ai compris, elles ont récupéré le terrain des JO là en 2024, qui sont
du coup à côté de notre terrain. Ouais. Et je me dis, c'est juste dingue de se dire, ok, elles ont leur passion comme la nôtre, et un club leur permet de pouvoir s'éclater entre elles et de se dire, ok, moi aussi je fais du foot, malgré leur handicap, malgré tout ce qu'elles peuvent avoir dans leur vie au quotidien. Et j'espère en tout cas que d'autres clubs prendront aussi l'initiative de cette section-là, parce que finalement tout le monde mérite d'être heureux et de faire de sa passion son quotidien si elles le veulent. Donc non, je trouve en tout cas incroyable que le club ait pu mettre ça en place et que les gamines soient contentes et puissent faire de leur passion leur quotidien, quoi. Ouais, vous disiez justement que c'était une très bonne initiative de la part d'un club de Détroit. C'est peut-être justement à ces clubs-là, en fait, des clubs qui rassemblent un petit peu les locaux de la région de Roubaix et puis de la région lilloise, je pense. Ça englobe toute la région lilloise. C'est un petit peu à eux d'élancer ces projets qui sont très beaux en fait finalement. Ça répond à une sorte de demande en fait de la population et ça a quand même un certain succès, il me semble. Bon, en tout cas, à Roubaix, ça a l'air de bien se passer. Les petites, elles ont l'air vachement contentes de ce qui est proposé. Je pense que l'encadrement qui est mis en place aussi sont contents d'avoir pu mettre ça en place ici à Roubaix. Alors après, c'est vrai que je me dis que avec un peu de réflexion, c'est vrai que les clubs pro, est-ce qu'ils ont le temps de pouvoir avoir ce genre de section? Non, parce que je pense qu'ils ont d'autres choses, on va dire, à penser. Il y a d'autres enjeux, il y a plein de choses à prendre en considération. Mais après, je me dis que si vraiment ils le voulaient, ils pourraient largement mettre ça en place. Et après, j'espère en tout cas, au-delà du foot féminin, que d'autres clubs, que ce soit masculin, féminin, peu importe, puissent mettre ça à disposition et que pour que tout le monde puisse avoir accès à sa passion finalement. Victoire, t'en penses quoi un petit peu du monde du handicap et de ces initiatives-là? C'est quand même assez novateur pour une équipe entre guillemets. Est-ce qu'on pourrait dire que votre équipe est professionnelle? Elle serait pas professionnelle, elle est plutôt semi-professionnelle en fait. Ouais, je dirais plus ça. Ouais, justement pour une équipe semi-professionnelle, c'est quand même assez chouette d'avoir des idées novatrices comme ça. Pour ma part, l'inclusion c'est très important, surtout dans un club. Comme ça attire aussi du public. Ils voient que les personnes, elles voient que forcément c'est pas que le football, il y a aussi pour toute personne. Et c'est important aussi pour ces personnes en situation handicap de vivre leur passion comme toute personne en fait. Elles ont la chance aussi d'y vivre. Ouais, c'est incroyable. Non, franchement, c'est très très beau. C'est bientôt. Et au-delà de ça, je me dis que c'est pas. En fait, parce que pour y avoir été vendredi, je me dis au-delà d'avoir déjà créé cette section-là, en fait, c'est un peu comme nous, avec le fait d'avoir des objectifs et de jamais être rassasié de tout ça. Et en soi, eux, ils n'ont pas créé cette section de CC Foot juste pour avoir une section de CC Foot. Parce que même à l'intérieur de cette section CC Foot, ils ont des objectifs, que ce soit long, moyen, court terme. Et je me dis, en fait, c'est juste dingue parce que au-delà du fait d'avoir créé cette section, en fait, ils sont tout autant investis que si c'était pour nous, en fait. Donc, je me dis juste, c'est incroyable pour les petites et que s'il y en a d'autres éventuellement qui voudraient s'inscrire ou participer à ce projet-là, elles sont les bienvenues. Elles sont les bienvenues. Je pense que le message a été passé en tout cas. C'est bientôt le mot de la fin. Est-ce qu'on pourrait passer, si on doit passer un message un petit peu, ou plutôt vous poser la question, qu'est-ce que vous espérez un petit peu pour Roubaix-Vervic pour cette fin d'année, enfin cette fin de saison et les saisons futures, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? La montée en seconde ligue, personnellement, j'espère très prochainement. C'est le plus gros objectif finalement. Est-ce qu'on pourrait se dire aujourd'hui, avec la situation actuelle, que cette montée en seconde ligue, bon, vous avez dit que c'était pas encore fait, mais on pourrait se dire aujourd'hui que même sans être actuellement en seconde ligue, vous auriez peut-être même des objectifs de maintien pour l'année prochaine. En fait, c'est des projets que le club essaie peut-être de mettre en place aujourd'hui ou
Les objectifs aujourd'hui ont évolué par rapport à l'année. Il y a encore un an en fait, je pense. Je pense que au final, les objectifs sont similaires, même si l'année dernière, c'est passé à pas grand-chose. Mais c'est vrai que les objectifs ont été clairs dès le début de saison. Je pense que l'année prochaine, même si au final, à l'heure actuelle, on peut voir qu'Auxerre est premier de seconde ligue alors qu'ils sont promus. Là, ils ont été promus cette année. On espère la même chose pour eux. Au final, on se dit que tout est possible, même si je pense que dans un premier temps, c'est sûr que déjà le maintien sera déjà une bonne chose, mais c'est sûr qu'après, si on peut aller viser plus haut, pourquoi pas. Mais en tout cas, les ambitions du club sont assez élevées et ça date pas d'aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a pas de petites ou grandes ambitions. Et je pense que au plus on montera, au plus les objectifs augmenteront aussi. Donc en soi, toujours plus. Et on verra où ça nous mène. Très bien. Gwenaëlle, c'est ta première année à Roubaix. Est-ce qu'on peut te voir, est-ce qu'on peut penser que tu seras encore là l'année prochaine au club ? Normalement, si tout va bien, en soi, c'est pareil, il y a plein de paramètres à prendre en considération, mais en tout cas, je me dis qu'il n'y a pas de raison que je ne sois plus là l'année prochaine. Maintenant, on ne sait pas ce qui peut se passer ou autre, donc on verra avec le président au moment venu. C'était une question que j'avais vu un petit peu passer, notamment du côté de la Voie du Nord, et que je n'avais pas eu le temps de revenir avec vous. Le LOSC vous a proposé une proposition pour devenir coach de l'équipe U19. C'est ça. Vous avez décliné cette proposition. C'est ça. En fait, tout simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y avait d'autres projections, on va dire, à mon sujet, notamment sur le côté d'entraîneur, pour lequel j'avais déjà passé mes formations, mes diplômes en parallèle à côté les années précédentes. Et là, l'objectif, il était que j'aille au DES pour, du coup, coacher les 19 nationales. Sauf que, forcément, si je faisais l'un, je pouvais plus faire l'autre. Et je pars du principe ou du moment où je peux encore jouer, j'aurai le temps de coacher par la suite. Et alors que si j'arrête maintenant de jouer, est-ce que je le regretterai pas plus tard ? Ça, je sais pas. Donc j'ai préféré continuer de jouer tant que je le pouvais, et on verra ce double projet potentiellement plus tard. Donc tant que tu te sens à l'aise, tu continueras. Exactement. Et donc l'année prochaine ? Pour l'instant, ça va. Donc, pour l'instant, c'est oui. Pour l'instant, c'est oui. Pour l'instant, c'est oui. Victoire, pas de changement. Pareil, on repart pour une troisième année. Pour l'instant, oui aussi. Bon, parfait. Merci beaucoup, Gwenaëlle et Victoire, d'avoir dit oui à cette proposition de premier live. Moi, c'était mon premier live. Donc, j'étais quand même assez stressé. Je sais pas si ça s'est vu un petit peu à la caméra. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci à toi. De nous voir. Merci aux personnes qui étaient sur le live de nous avoir suivis. Merci à Emma, Charlotte et Céleste qui sont actuellement dans la régie et qui ont proposé en catastrophe de venir m'aider à la réalisation de ce live. Donc merci beaucoup à elles. On a eu quelques problèmes techniques au début, on a réussi à le régler, donc on est tous très heureux. Et puis vous êtes là, donc c'est parfait. J'espère que ce genre de live pourra continuer encore l'année prochaine et puis même en fin d'année. Normalement, je pense qu'il n'y a pas de souci et que ça va se faire. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et puis à plus pour de prochaines interviews. Salut.